Bonjour. Oula. Bonjour, déjà merci d'être resté pour cette dernière présentation sur cette première journée du CFIA. Je suis Jonathan Thévenot, je suis chef de projet à l'Adria et aujourd'hui je vais vous parler des résultats d'une preuve de concept obtenue sur un projet européen. Donc vous allez découvrir les premiers résultats de l'intelligence artificielle pour la prédiction de l'acceptabilité de textures de produits émulsionnés ou foisonnés à partir de protéines végétales, et ce, au stade du process, donc pour prédire l'acceptabilité d'un point de vue consommateur du produit fini. Donc, comme je vous l'expliquais, ces résultats s'inscrivent dans le cadre du projet européen Plan P, que je coordonne. Et ce projet s'inscrit dans l'European Green Deal, qui vise à promouvoir des actions pour stimuler l'utilisation efficace de ressources, en passant par une économie propre et circulaire, et enrayer le changement climatique, et inverser la perte de biodiversité en réduisant la pollution. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le choix alimentaire des consommateurs a changé. Ils veulent une nourriture plus naturelle, avec plus de plantes, des repas végétariens avec une fréquence augmentée. Et ces tendances peuvent être accélérées en supposant qu'une offre accrue en produits alimentaires à base de protéines végétales stimule leur consommation. Donc il n'y a pas un seul et unique moyen de développer les chaînes de valeur en lien avec les plantes ou les graines riches en protéines. Par contre, il faut quand même veiller à ne pas tomber dans l'ultra-processing. Les mousses et les émulsions sont des produits ubiquitaires en agroalimentaire. Donc on a choisi ce modèle-là comme matrice modèle pour le projet. Et généralement, pour une texture désirée, on passe par une approche empirique. Donc la première question qui s'est posée, c'était est-ce qu'il était possible d'accélérer la phase de conception de nouveaux produits émulsionnés et foisonnés en diversifiant la nature des protéines, mais en garantissant lors de la production que la texture du produit final était acceptable et correspondait au cahier des charges du domaine produit considéré. Donc, on a fait l'hypothèse que l'extraction d'informations pertinentes par des capteurs pourrait faciliter le développement de nouveaux produits et le changement d'échelle pour la production avec l'optimisation des procédés. Donc, c'est comme ça qu'a vu le jour le projet Plan P. Donc, c'est un projet européen financé sur 3 ans et demi avec la petite prolongation Covid. Donc, on le termine fin juin de cette année. Et il regroupe 4 partenaires, donc l'Adria, qui est un centre technique agroalimentaire basé à Quimper, le département de sciences des aliments de l'Université de Copenhague, et plus particulièrement leur service spectroscopie et chémométrie, l'entreprise rennaise Diafir, qui développe des outils combinant des capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle, et la société grecque SCIO, qui est une société spécialisée dans l'analyse de données issues du domaine agroalimentaire. Les objectifs du projet étaient donc d'accélérer la conception de nouveaux produits de type émulsion et mousse en diversifiant la nature des protéines. En fait, vous comprendrez en intégrant une part plus importante de protéines végétales dans ces produits, et ce, en s'appuyant sur l'analyse spectrale. Donc le projet, c'est un projet qui est multidisciplinaire, qui regroupe la science des aliments, l'ingénierie des procédés, les mathématiques, la physique, la chimie, mais aussi la nutrition. Donc on a conçu le projet pour avoir une interdépendance entre les différents lots, dans le but de développer un système qui permette de concevoir des aliments durables et de contrôler leur qualité pendant la production. Donc l'objectif vraiment final du projet, c'est de faciliter la transition protéique à l'aide de méthodes spectrales et de modèles prédictifs. Mais on a des verrous. Donc les premiers, c'était la recherche sur le type de technologie spectrale à utiliser pour être pertinent. En second plan, on s'est aussi demandé comment on allait traiter ces données pour les intégrer dans des analyses multivariées ou des apprentissages automatiques, et quel marqueur il fallait utiliser pour définir la qualité d'un produit. Et le dernier, bien sûr, c'était quel capteur on allait prendre, comment on pouvait l'intégrer sur la ligne. Pour les résultats, donc, on a procédé à une approche classique séquentielle de production de données et d'interprétation des résultats. Donc on est parti d'un screening d'ingrédients protéiques, on les a caractérisés, on a fait des clusterings de partitionnement pour en choisir certains, étant donné qu'on est quand même limité par
l'argent et le temps, et on a produit des matrices, on a caractérisé ces matrices, on a utilisé les résultats de caractérisation pour produire nos modèles et le comparer avec les données issues de capteurs sur ligne de production. Donc si on commence par le début, pour ce qui est du criblage et de la détermination technofonctionnelle des ingrédients protéiques végétaux, on est parti d'une base, j'ai envie de dire, uniquement de 26 ingrédients identifiés de 13 fournisseurs différents, en essayant de faire varier la source de l'origine végétale des protéines. On a quand même eu une dominance des ingrédients pois, et en fait ce nombre de 26, il peut s'expliquer par la volatilité des ingrédients végétaux protéiques sur le marché. En fait, sur la durée du projet, dans les premiers mois, certaines protéines qu'on avait caractérisées n'étaient déjà plus présentes sur le marché, et on voulait quand même des aliments qui soient pérennes pour ne serait-ce pouvoir en recommander si besoin sur la période du projet. Sur les 26 protéines, on a procédé à des caractérisations de propriétés émulsifiantes, moussantes, gélifiantes, des capacités de rétention en eau et en huile et différents paramètres physico-chimiques. On a procédé à un clustering de partitionnement des ingrédients par application. Donc on a séparé les applications émulsion et mousse. Du coup, par exemple, pour les émulsions, on a pris les variables teneur en protéines, capacité à produire une émulsion et stabilité de cette émulsion, et on a pu obtenir 7 clusters différents. Pour les mousses, on a pris la teneur en protéines, la capacité à fabriquer des mousses et la stabilité de ces mousses, et on a obtenu 3 clusters. Pour chacun des clusters, on a pris en fait un ingrédient qu'on a jugé référent du groupe pour le représentant de ce groupe pour limiter les essais derrière. Donc on a choisi 7 protéines différentes pour les émulsions et 3 protéines pour les mousses, toujours en essayant de faire varier l'origine végétale des produits. Avec ces ingrédients sélectionnés, on a voulu construire différentes émulsions et mousses, mais avec une complexité croissante au niveau de la microstructure. Donc on est passé par des plans de mélange et des variables de process, et on s'est intéressé à 4 domaines produits différents: les émulsions liquides à fines gouttelettes avec une émulsification à haute énergie, les émulsions résultant d'une expansion continue d'émulsion, les émulsions épaisses avec une émulsification à faible énergie et les émulsions tartinables sous forme de pâte fine. Donc, on est dans le cadre d'un projet collaboratif avec une limite de temps et de budget. Donc, on a choisi de uniquement faire 16 runs par design, et on s'est imposé un niveau haut et un niveau bas pour les variables de process et uniquement 3 composantes différentes dans le plan de mélange. Donc, la question qui s'est posée, c'est comment combiner les facteurs de process et de mélange dans un seul et même design en respectant toutes ces contraintes. Dans la bibliographie, il existe des procédures permettant de fractionner simultanément les parties liées au mélange et au process, et on peut la décomposer en 3 étapes. La première, on va définir la région expérimentale en définissant des bornes inférieures et supérieures pour chacun de nos ingrédients. Après, on construit un pseudo-plan de mélange basé sur une matrice orthogonale, et on transforme ce pseudo-plan de mixture en plan de mélange en ajustant selon le manque ou l'excès des quantités totales en fonction de la plage de variation des composés respectifs. Pour simplifier la chose, on a construit un workflow sur R pour générer un plan de mélange fractionnaire factoriel avec les contraintes de ce plan de mélange, et en utilisant des packages déjà existants sur R pour fabriquer des plans fractionnaires factoriels et des plans de mélange. Donc on a construit le package FRF2Mix qui est disponible sur GitHub. Donc tout à l'heure, je vous expliquais qu'on s'intéressait à 4 domaines produits. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué des modèles de sauce salade, des mayonnaises, des mousses au chocolat et des mousses de foie. Et pour chacune de ces matrices et chacune des conditions expérimentales définies dans le plan de mélange, on a caractérisé les produits de façon physico-chimique et par analyse de spectrale.
Aujourd'hui, je vais faire un focus sur l'étude de cas mayonnaise. La première question pour créer notre base d'apprentissage, c'est quelle est la définition objective de l'acceptabilité d'un produit? Dans le commerce, vous avez différentes mayonnaises en fonction de la gamme, en fonction du prix que vous allez payer, de la marque que vous allez prendre. Certaines auront des textures différentes. Pour autant, elles sont toutes jugées acceptables. Donc en fait, on est parti de produits commerciaux, on les a caractérisés, on avait également nos matrices expérimentales qu'on avait caractérisées, on a fait des clusterings de partitionnement et on a obtenu donc notre clustering avec, dans le lot, des mayonnaises commerciales qui étaient mélangées dans les mayonnaises expérimentales. Et du coup, on a considéré que toutes les mayonnaises commerciales étaient jugées acceptables, et donc nos mayonnaises expérimentales, si elles se retrouvaient dans le même cluster qu'une mayonnaise commerciale, étaient acceptables, sinon elles ne l'étaient pas. Par la suite, on a construit un modèle de random forest pour prédire l'acceptabilité de la texture à partir des données de caractérisation physico-chimique, à partir des données acquises sur le produit fini, donc en fin de production. On a obtenu une précision de modèle de plus de 90% avec cette technique-là. Pour ce qui est des données spectrales et leur utilisation dans un modèle d'apprentissage automatique, donc on a eu notre caractérisation physico-chimique qui a permis de déterminer de façon objective l'acceptabilité des produits. Pour chacune des formulations, on a l'analyse de spectrale qui a été réalisée. Ces données-là sont rentrées dans un pipeline d'intelligence artificielle et à partir d'un processus de construction automatique d'architecture neuronale, on a pu construire un modèle prédictif de l'acceptabilité de texture du produit fini à partir des données spectrales au stade du process. Et ce, avec une précision de 80%. Une fois qu'on avait nos modèles préparés, on a quand même voulu savoir si, avec un scale-up, c'était possible quand même de prédire l'acceptabilité de texture de celle des données obtenues en Stéphane Paillasse. Donc, on est parti sur des capteurs proches infrarouges. On a construit un module de plug sur la cuve d'un cutter vertical. Déjà, l'enjeu, c'était d'éviter les fuites. Cette chose faite, on a pu produire nos matrices, récupérer les données spectrales et les comparer avec la sortie de notre modèle. Pour cette partie, donc, on a voulu évaluer notre modèle prédictif. Donc, on est parti sur 4 matrices en utilisant des référents PAI déjà utilisés pour la construction de nos données expérimentales et un qui n'avait pas été utilisé pour la construction de nos données expérimentales, mais qui était aussi dans un autre cluster. Donc on a un référent 1, un référent 2 et un couple formulation process 1 et 2. On a obtenu donc les résultats pendant la phase de production, mais aussi sur le produit fini. Pour ce qui est donc de l'étape de validation, on a procédé donc à la fabrication et comme vous pouvez le voir ici, pardon, ça ne marche plus. Sur la première colonne, donc, on a eu une mayonnaise non acceptable. Le deuxième couple formulation process a permis la production d'une mayonnaise acceptable. Le troisième non acceptable. Le quatrième une mayonnaise acceptable. Et le dernier une espèce de sauce salade qui n'était pas acceptable. Le modèle prédictif de Random Forest sur l'acceptabilité à partir des données physico-chimiques sur produits finis est en 100% en adéquation avec les données sensorielles, ce qui valide notre façon de déterminer objectivement l'acceptabilité de texture pour nos matrices expérimentales. Pour le modèle prédictif de la texture à partir des données spectrales au stade du process, c'est une preuve de concept. On est à 80%. Donc, sur celles utilisant les matrices déjà produites, entre guillemets, mais dans des échantillons, enfin dans une mode de production plus petite, avec le scale-up, on arrive bien à reproduire l'appréciation, en tout cas à prédire l'acceptabilité de texture avec le scale-up. Par contre, quand on change
de protéines, c'est un petit peu plus délicat. Et en fait, quand on regarde au niveau de la protéine, comment elle réagit, en fait, on se rend compte que les données d'apprentissage, vous voyez la flèche rouge, je suis désolé si ça ne marche plus, en fait, les données d'apprentissage qui ont été utilisées, c'est la ligne juste au-dessus. Donc en fait, avec une capacité d'émulsification qui était forte, en fait, la donnée test, on a utilisé une protéine qui était faiblement émulsifiante, et du coup, ce couple-là n'a pas permis, et du coup, pour ce couple, le choix d'un référent était potentiellement pas le plus judicieux, ou en tout cas, ce n'était pas la valeur intermédiaire. Pour ce qui est des perspectives, actuellement, on a une utilisation potentielle qui pourrait être l'utilisation du clustering de partitionnement des données de caractérisation technofonctionnelle des ingrédients, en fait, pour faciliter le criblage de nouveaux ingrédients. On va imaginer qu'on a un nouvel ingrédient sur le marché, on veut savoir quelles pourraient être ses propriétés, on va se demander de qui il est le plus proche pour pouvoir lui attribuer les mêmes caractéristiques. C'est possible en utilisant des algorithmes comme les plus proches voisins, et ça pourrait permettre de formuler une nouvelle offre de services ou de produits, donc comme un outil de screening à destination des services marketing des fabricants d'ingrédients, et pour une utilisation dans la présentation de l'offre produit pour répondre plus spécifiquement aux demandes de leurs clients. Merci de votre attention. Ah, c'est bon. Merci pour votre présentation. Je voulais avoir un petit renseignement de plus sur quand vous avez comparé les résultats avec ce que vous aviez prévu. Vous avez comparé ça avec l'analyse sensorielle. Et ça, vous l'avez fait auprès d'un panel ou c'était qu'est-ce qui faisait que l'analyse sensorielle, ça faisait que c'était acceptable ou pas? En fait, au niveau des choix des couples process formulation, on avait déterminé des points centraux au niveau du plan expérimental où on était quasiment sûr qu'on aurait des mayonnaises acceptables et d'autres où on était à peu près sûr qu'on aurait de la soupe. Donc au niveau de la senso, ça se voit plus, mais du coup j'avais changé la diapo, pardon. On avait vraiment des choses très liquides, quasiment comme des sauces salades, sauce César, contre des mayonnaises vraiment texturées, onctueuses. Donc il y avait ce volet émulsion complètement loupé contre mayonnaise crémeuse. Donc d'un point de vue acceptabilité, c'était relativement facile à voir. Par contre, un point que j'ai pas dit, mais qui peut avoir son importance, c'est qu'il n'y a pas spécialement de mauvais ingrédients. Par exemple, au niveau des ingrédients qu'on avait choisis, certains étaient vendus uniquement pour faire des mousses. En fait, il n'y a pas de mauvais ingrédients, il y a uniquement des mauvais couples ingrédients-process. Au niveau de notre plan d'expérience, toutes les protéines choisies pouvaient être acceptables en fonction d'un process donné. Donc, derrière, c'est sûr, on ne s'est pas intéressé au volet sensoriel, au volet arrière-goût végétal des mayonnaises. Notre focus était uniquement la preuve de concept sur la texture, mais il faut savoir que en ajustant un process, on peut corriger le devenir d'une protéine pour laquelle elle est faite. Moi, j'avais une question. Si vos essais ont été faits avec une seule protéine ou des mélanges ou... Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, c'était des protéines. Par contre, on est parti sur vraiment différentes protéines. On avait des extractions vraiment de protéines comme des farines. Donc, c'est ce qui explique les différents clusterings. Donc, on l'a fait aussi, ce clustering, sur la teneur en protéines pour intégrer cette variation d'origine sur les extractions, quasiment de la purification de protéines et les broyats
de farine. Mais à chaque fois, par contre, c'était une seule protéine par une seule protéine, testée de façon unitaire. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup et très bonne soirée.